sur les vidéos. Et puis du coup, je peux vous présenter aussi. Bonjour. Donc c'est Marie qui, Marie, elle a attaché de tous les projets de Gilles. Je gère tout ce qu'il faut gérer quand un skipper part faire de la course au large, c'est-à-dire trouver des sous pour déjà pouvoir partir, m'occuper à ce que le skipper mange bien avant de partir. Je fais plein de choses. Je travaille toute l'année avec Gilles, être à l'heure, dedans. Voilà, moi je suis avec Gilles toute l'année pour son travail. Et puis après il y a Aurélie. Alors moi je fais partie de l'association Mille et un sourires. Voilà. Et Laurent, moi aussi je fais partie de Mille et un sourires et on est tous les deux du 35. Parce qu'en fait Mille et un sourires, on a trois entités. Une dans le 56 ici, donc c'est Yannick qui s'en occupe. Nous on est dans le 35 et on a aussi une entité dans le 22 à Dinan. D'accord. Parce qu'il faut imaginer autour d'un bateau de course, il se passe plein de choses autour. Il y a la préparation du bateau, du projet, et puis tout ce qu'on fait autour, les partenaires. Et du coup on est très nombreux, si on devait compter le nombre de personnes qui gravitent autour du projet. J'irais plus que ça, avec les partenaires et les... Ah oui. J'irais... D'accord. Eh ben, moi je vais vous laisser entre les mains des élèves. C'est vrai ? Je vous laisse ma place. Je vous laisse l'espace devant, le tableau, il y a des je vous la crayons. rendrai parce que après si je fasse les cours et tout... Ce sera plus compliqué. En fait j'ai eu toutes les vacances pour me préparer, mais en fait je suis votre nouveau professeur. Pas de problème. Non, Un sport. Donc voilà, je vous laisse entre leurs mains et puis bon courage. merci. Vous avez suivi la route du Rhum ? C'est terrible comme course. Moi en fait c'est mon métier, je fais, c'est un drôle de métier, mais je cours, voilà, je suis un coureur de course au large depuis déjà pas mal de temps, parce que ma première grande course au large c'était en 2006, donc ça fait déjà 13 ans que je fais que ça. Et chaque année j'ai une grande course. Et dans ces courses-là, il y a la route du Rhum qui est une des plus grandes courses, une course en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Et là, cette année, c'était ma 4e route du Rhum. Donc ça commence à faire, que c'est tous les 4 ans aussi la route du Rhum. Et moi, je cours en multicoque et en multi 50. Il y a plusieurs types de multicoques, mais multi 50 sont des multicoques de 15 mètres, 24 de long, de 15 mètres par 15 mètres. Donc des carrés, presque. Et des bateaux qui vont très très vite, qui traversent l'Atlantique en 12-13 jours. Donc ça va très très vite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Au tableau qui est diffusée sur C8, où justement l'invité prend la place du maître ou de la maîtresse devant le tableau. Et les enfants en fait, vous ont préparé toute une série de questions, de défis, que j'espère que vous serez prêts à relever. Toujours, je suis toujours prêt. Voilà, Kylian qui va pouvoir démarrer. On va lire une petite biographie que l'on a réalisée en classe. Gilles Lamiré. Gilles Lamiré, né le 6 octobre 1970 à Lamballe, est un skipper professionnel connu pour avoir participé à de nombreuses courses en mer et a obtenu de bons résultats. Parcours de vie. Il est marié, a un enfant et vit à Cancale. Ce skipper vit jusqu'à l'âge de 5 ans au Mexique. Il a travaillé pour la Marine nationale et des bateaux de luxe avant de se lancer dans les courses en mer. Acte remarquable, il participe à de nombreuses courses dont la Route du Rhum en 2018 où il est parrain de l'association Mille et un sourires. En 2016, il gagne The Transat Bas-Kerly et en 2014 bat le record de la traversée Saint-Malo-Jersey. C'est vrai, jusque-là, tout est vrai. C'est Marine nationale. Combien as-tu fait de miles lors de la route du Rhum? Alors, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, c'est 3600 milles nautiques. Donc, sachant que 1 mille nautique, sur les mers, on parle de 1000 nautiques. Voilà. Donc c'est un petit peu différent, c'est pas des kilomètres, donc ça équivaut à 8000 km, sachant que en mer sur un voilier, c'est jamais la route directe, parce qu'on a des contraintes, on ne peut pas aller contre les vents, on est obligé d'avoir un petit peu d'angle,
et on veut aller le plus vite possible. Donc suivant l'angle du vent, la force de la mer, les prévisions météo, on choisit des routes plus ou moins longues. Mais cette année, j'étais sur une route assez directe. Alors aussi, sur une route du Rhum, il y a la problématique, c'est l'anticyclone des Açores, qui se trouve en plein milieu de l'Atlantique. Et on doit choisir de quel côté de l'anticyclone on va passer. Donc, est-ce qu'on va passer au nord, qui est une route directe, ou est-ce qu'on va passer au sud, qui est moins direct, mais plus favorable, avec des vents plus portants. Cette année, je suis passé au nord. Vous avez fait 3500 miles. Est-ce que vous pourriez nous convertir les miles en kilomètres? Alors oui, bien sûr. Alors, vous pouvez faire un calcul. ouais, alors c'est un mile, c'est 1,856 km. Donc un peu moins de... Ouais. Donc, j'ai pas ma calculette, mais... Il y a un crayon. Crayon. Alors oui. C'est ça, hein, c'est 1,856. Hein. Sinon, on avait 1,6. 1,6. Vous avez arrondi. Alors, je marque ça ici. Hein. Oui. Donc, 1,6 fois 3006, c'est ça? 3510. 3510. On va faire l'opération, c'est ça? Alors, 6 fois 0, 0. Je me croirais aux chiffres et aux lettres. Tu sais. Bernard, les lettres. 6 fois 0, 0. 6 fois 1, 6. 6 fois 5, 30. 6 fois 3, 18. Et 3, 21. Voilà. Tac. Alors, je ne sais pas si vous avez la même méthode que moi. Voilà. Donc on a 5616. C'est ça? Cool. 1,6, c'est moins long que je pensais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors moi je suis en fait, depuis que j'ai votre âge, hein, j'ai toujours été un peu rêveur. J'aime rêver et j'aime l'aventure. Et quand j'étais tout jeune, mon professeur, il m'appelait Gilles qui est dans la lune. Et c'était un peu mon surnom parce que j'étais toujours dans la lune à rêver à des choses. Sauf que bon, moi je suis un rêveur mais j'aime réaliser mes rêves. Et j'ai toujours rêvé de vivre des aventures, de parcourir les mers, et puis la course au large, c'est un petit peu ce qui réunit tout ça. Et donc, comme j'aime vivre mes rêves, maintenant je suis coureur au large et je vis des aventures incroyables. À quel âge as-tu commencé à faire de la voile? À peu près à votre âge. À votre âge, déjà je faisais des écoles de voile avec mon cousin Loïc. Voilà, donc on faisait ça dans la rade de Brest parce que mon cousin Loïc il habitait à Daoulas. Et on faisait tous les ans une école de voile là-bas. Après, j'ai fait mes études aussi, hein, donc j'ai pas commencé tout de suite le bateau et la course, j'ai d'abord fait des études. Et après, une fois que j'ai fini mes études, je dis maintenant c'est moi qui choisis ce que je veux faire. En tout cas, j'ai le choix et j'ai décidé de d'abord être skipper. Donc d'abord je naviguais sur des bateaux de croisière, j'emmenais des clients passer des vacances en mer dans la Caraïbe, en Méditerranée. Je leur montrais des endroits incroyables, je leur faisais visiter des îles désertes. Et puis au fur et à mesure, chaque année j'étais sur des bateaux plus techniques, plus grands et qui allaient plus vite. Mais bon voilà, quand j'avais votre âge aussi, je suivais les courses au large et j'ai toujours eu envie de naviguer sur des bateaux de course. Et un jour j'ai dit bon, j'arrête la croisière et je vais faire de la course. Et j'ai monté mon premier projet de course au large à l'époque. Et voilà, et maintenant où j'en suis, et voilà. Donc,
Sur quel type de bateau as-tu commencé? Les premiers bateaux, c'était les 420, des dériveurs, 4 pets de vin. À l'époque, c'était... bon, il y avait déjà les optimistes, mais après, c'était plutôt ces bateaux-là sur lesquels on apprenait. Des bateaux sur lesquels on naviguait à deux. Alors maintenant, dans les écoles de voile, on navigue davantage sur des petits catamarans. Je sais, mais pour moi, j'ai d'abord démarré sur des dériveurs. Quel est ton bateau préféré? Mon bateau préféré, c'est toujours le mien. Non, alors mon bateau préféré, c'est le multicoque. Parce que un multicoque, ça va très vite. Et ça raccourcit les distances. Et moi, dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez impatient. Et quand je prends le départ d'une course, ce qui me plaît, c'est d'arriver le plus vite possible. Je pense qu'à ça, arriver le plus vite possible. Et pour ça, il faut être sur le bateau le plus rapide. Et un multicoque, les multicoques sont les bateaux les plus rapides. Peux-tu les dessiner? Ah bien sûr. Ouais. Toujours là. Alors, et d'ailleurs, en fait, quand j'avais votre âge, je suivais les courses et à l'époque, il y avait un bateau qui s'appelait Fleury-Michon. C'était Philippe Poupon. Fleury-Michon comme le jambon. Le bateau était tout vert et j'avais un petit bureau dans ma chambre, normalement pour travailler. Mais juste devant mon bureau, j'avais le poster de Fleury-Michon. Et au lieu de travailler, je dessinais le bateau de Fleury-Michon. Voilà. Alors je vais essayer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dessiné, mais je vais essayer de le dessiner. Après, je ne suis pas un grand dessinateur, je suis pas Picasso, et bon, je vais essayer de le dessiner. Alors, et c'était un trimaran, donc ça c'est bien parce que voilà, moi j'aime les multicoques. Et les multicoques maintenant, c'est surtout des trimarans. Voilà. C'est bien parce que en plus ces tableaux on peut effacer. C'est très pratique. Voilà. Bon, à peu près ça. Voilà. Après, Fleury-Michon. Pourquoi as-tu choisi de soutenir l'association 1001 sourires? Alors, en fait, c'est simple parce que déjà au départ, comme je disais, un projet de course au large, c'est très compliqué à mener. Être au départ d'une course, ça demande énormément d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi, forcément, parce qu'il faut, il faut acheter un bateau, il faut acheter des voiles et tout. C'est très compliqué, réunir les partenaires, le financement, et puis à la fin, tu te trouves, si tout va bien, tu te trouves au départ de la course. Et je trouvais que tous ces efforts, tous ces moyens, si c'était juste pour que moi tout seul je sois au départ de la course, je trouvais que c'était un peu égoïste. Et je trouvais que c'était un peu du gâchis et que si je pouvais partager tous ces efforts avec une cause, ça donnait du sens à mon travail et à ma vie. Et puis, 1001 sourires après on fait des rencontres. Et avec 1001 sourires, on s'est rencontrés. Et je me suis dit, voilà, ça c'est moi les enfants, ça me touche. Et puis je me dis, les enfants malades, ils ont
Voilà, déjà c'est pas de chance. Dans la vie ça peut arriver à tout le monde. Et, quand on est enfant, d'être malade, c'est vraiment pas de chance. Et eux, malgré tout, ils ont leur vie. Et donc je trouve que c'était vraiment la bonne cause parce que de les sortir de leurs problèmes, de leurs maladies, de leur apporter quelque chose, c'était un bon truc. C'était la bonne cause. Tous les efforts pour être au départ de la course, de les partager avec eux, c'était super. Donc, voilà. Combien de rêves as-tu réalisé pour les enfants? Lesquels? Alors oui, c'est vrai que là tu fais référence, on a eu cette idée avant la route du Rhum, avec Mille et un sourire. C'est vrai que moi je vois tout ce que fait Mille et un sourire pour les enfants, parce qu'on participe, on se rencontre, on suit ce qu'ils font, et puis en fait c'est lors d'une de nos rencontres avec Mille et un sourire, ils m'ont raconté, il dit ouais, on est allé, il y avait un enfant qui était malade, et puis sa passion c'était la musique. Et un jour on lui a fait une surprise, on est allé dans sa chambre avec Dan Arbraz, et on a fait un concert que pour lui. Et en plus à la fin, Dan Arbraz il a fait exprès de oublier sa guitare et il lui a fait cadeau de sa guitare. Et j'ai trouvé ça super, je me dis ça c'est vraiment super quoi. Et puis après on est reparti, c'était un déjeuner, on m'a raconté ça, on est reparti, et puis avec Marie, on discutait de ça, et ça c'est vraiment super, hein. Et nous on a plein de partenaires qui sont dans plein de domaines d'activité, il y en a un qui est partenaire du Stade Rennais, l'autre du FC Nantes, l'autre qui a un hélicoptère, l'autre, et on s'est dit, ce serait génial si on offrait des rêves, parce qu'en fait, bon voilà, l'argent c'est important dans la vie, mais ce qui est important c'est ce qu'on en fait, et puis de réaliser des rêves pour un enfant c'est ce qu'il y a de plus beau. On s'est dit tiens, nous on n'offre pas de l'argent, on offre des rêves. Et puis en plus, avec tous nos partenaires, on va réussir à réaliser plein de rêves. Et on s'est dit tiens, la route du Rhum, si on offrait à chaque jour de ma route du Rhum, si on offrait un rêve. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et alors après, je sais pas combien de rêves on a réalisé, mais on a au moins réalisé, le but c'était de réaliser un jour un rêve. Et donc j'ai dû mettre 13 jours, donc on a réalisé 13 rêves. Après on a dit, je réaliserai bien plus de rêves que ça, mais c'est pas pour ça que je vais essayer d'être plus lent, parce que c'est une course. Donc après le but c'est aussi de continuer à réaliser des rêves. Avec les boots, j'en étais sûr. Tu veux faire un nœud marin? Ouais, bien sûr. Alors en fait, sur les bateaux, il y a plein de nœuds. T'es d'accord? Oui. En fait, donc on se dit, oh là là, les bateaux, c'est compliqué, il faut apprendre les nœuds, comme à l'école. En fait, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Moi, je pense que sur un bateau, il y a 2 à 3 nœuds à savoir. Après, il faut les savoir. Et le nœud le plus facile, enfin, le plus utile, c'est le nœud de chaise. Parce que c'est un nœud, alors le nœud de chaise, c'est un nœud qui sert à... Donc, il ne se desserre jamais. On peut tirer dessus, mais c'est un nœud qu'on peut toujours défaire, même si on ne tire pas mal dessus. Et moi je dis, un marin, il doit savoir faire un nœud de chaise, presque les yeux bandés, les mains dans le dos, le plus vite possible. Voilà. Sans les mains, comment on fait? Alors non, j'ai pas dit sans les mains, j'ai dit... les mains dans le dos. Ouais, les mains dans le dos, là. Tu fais ton nœud de chaise comme ça, voilà, et puis t'as l'habitude, hein. Voilà, tu fais ton nœud de chaise. Ah. Voilà. Pourquoi as-tu voulu participer à la route du Rhum? La route du Rhum, pour moi, c'est une des plus belles courses au large, parce que c'est une course en solitaire, et moi j'aime les courses en solitaire, parce que je trouve que... Alors, je ne suis pas du tout un solitaire dans la vie, hein. Moi ce que j'aime c'est être avec du monde, rigoler et partager.
Mais être en solitaire, quelque part, c'est prendre ses responsabilités. Et c'est un défi, c'est une difficulté supplémentaire de traverser l'Atlantique en solitaire. C'est plus difficile que de traverser en équipage. Et puis c'est aussi prendre ses responsabilités, ça veut dire que si je fais une bêtise, si je fais une mauvaise manœuvre, que je casse quelque chose, ou que je prends une mauvaise route, je vais pas dire que c'est la faute de l'autre, quoi. Et puis aussi, en bateau, il faut toujours être sur le qui-vive. Le bateau, c'est beaucoup de travail. Faire naviguer un bateau, c'est dur, c'est du travail. Quand tu es en solitaire, tu comptes pas sur l'autre pour faire le boulot pour toi. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que j'aime pas me défiler, dire ah bon non, c'est l'autre qui va faire. Il y a un truc à faire, je l'ai pas vu. Non, je préfère faire les choses moi-même. Donc la Route du Rhum, c'est pour ça que j'aime ça. Et puis en plus, c'est une des plus belles courses qui existent. C'est la course que tous les grands marins ont gagnée. Et donc, si un jour je peux gagner la Route du Rhum, ça serait super. C'est mon but. Combien de fois tu participais à la Route du Rhum? Alors là, c'était la 4e fois. Donc c'est pas mal. Parce que moi déjà, en 2006, c'était la première fois. Je te jure, quand j'ai été au départ de la Route du Rhum, c'est comme si j'avais été sur la Lune. Je trouve que c'était incroyable de me dire, moi Gilles, je suis au départ de la Route du Rhum. C'est comme être sur la Lune ou prendre le départ du Grand Prix de Monaco. Et là, après j'ai fait une 2e fois, j'ai dit, c'est incroyable, j'ai fait 2 fois la Route du Rhum. Après j'ai fait 3 fois, là j'ai fait 4 fois. Et puis je peux dire que je serai au départ de la prochaine, donc la prochaine, ça sera la 5e fois. Très bon. Il y a un peu de boulot encore, mais bon, il y a de grandes chances. Peux-tu lire ce texte à la manière d'un pirate? Nouveau défi. À la manière d'un pirate. Moi, tu sais, je suis un petit peu un pirate aussi. Alors, à la manière d'un pirate, je vais à la manière à moi déjà. Alors, tout est lumière, tout est joie. L'araignée aux pieds diligents attache aux tulipes de soie les rondes dentelles d'argent. Les rondes dentelles d'argent. La frissonnante libellule mire les globes de ses yeux dans l'étang. Splendide aux pullules, tout un monde mystérieux. La rose semble rajeunie, s'accoupler au bouton vermeil, l'oiseau chante plein d'harmonie, dans les rameaux pleins de soleil. Sous les bois, où tout bruit s'émousse, le faon craintif joue en rêvant. Dans les verts écrins de la mousse, lui le scarabée or et vivant. La lune au jour est tiède et pâle, comme un joyau convalescent, tendre, elle ouvre ses yeux d'opale. D'où la douceur du ciel descend. Tout vit et se pose avec grâce. Le rayon sur le seuil ouvert, l'ombre qui fuit sur l'eau qui passe, le ciel bleu sur le coteau vert, la plaine brille, heureuse et pure. Le bois jase, l'herbe fleurit. L'homme ne craint rien, la nature. C'est le grand respect et sourit. Victor Hugo. C'était pas un pirate, Victor Hugo. Moi, je m'attendais à Jack Sparrow. De quoi as-tu peur? Alors, de quoi j'ai peur Le bateau, c'est un sport mécanique. J'ai toujours peur de la casse. Parce que nous, nos bateaux, ils sont solides mais fragiles. Ils sont faits pour aller vite. Et pour aller vite sur un bateau de course, il faut que le bateau soit léger. Et pour arriver à faire des bateaux solides et légers, la structure du bateau, voilà, c'est fait avec du carbone, des matières composites. Et donc parfois on peut pas. Alors on essaie avant les courses bien sûr d'expertiser les bateaux, de voir s'il n'y a pas des points de faiblesse, de changer des éléments d'usure, d'être à l'écoute quand même de savoir si tout va bien, mais malgré tout,
bah, parfois il y a des faiblesses qu'on ne voit pas et puis on peut casser des éléments du bateau et là la course s'arrête. Et moi c'est ce que je crains le plus. Et en plus c'est assez frustrant de casser parce que bien souvent le skipper n'y est pour rien. Il est pour rien. Après il y a un élément, il y a une faiblesse et puis ça casse. Donc ça c'est ça que je crains. Tu ressens-tu seul en pleine mer? Alors, oui, forcément, parce que la mer est immense, et toi, quand tu as beau avoir un gros bateau, sur la mer, tu es tout petit. C'est vraiment comme une tête d'épingle. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent, sur une traversée de l'Atlantique, de ne voir aucun bateau. Donc, sauf au départ et à l'arrivée. Donc, après, maintenant, on a beaucoup de moyens de communication et on est tous les jours en rapport avec la Terre. Donc ça aussi, ça coupe la solitude. Je te lance un défi. Faire le plus de pompes possible contre moi. De pompe? Ouais. Ok. Contre... Ah ouais, mais toi t'es balèze aussi. Regarde. Qui commence? Ah, on fait en même temps aussi. Hein. Non. En plus, je suis pas du tout fort en pompe. Moi. C'est pas du tout mon truc. Hein. Un par un. Je laisse commencer. Je laisse commencer. Je te laisse. Donc je fais une et après tu fais une. Ah non. Ah non, je dois faire le plus possible. Ah ouais? Et oui. D'accord, ok. Mais je vais pas en faire beaucoup. Hein. Je te le préviens. Hein. Tu vas être déçu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en faire 10. Hein. 7, 8, 9, 10. Voilà, je vais faire 10, comme ça te met la pas trop haut. On a fait 19 aussi. Il a fait 19? Non, 26. 26, j'ai raison d'arrêter. Hein. 1, 2, Ah ouais. 3, 4, C'est un champion des pompes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, J'ai eu raison d'arrêter à 10. Hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Ah, allez. Je suis arrêté à 10 parce que de toute façon il allait me battre alors. Tu fais beaucoup de sport? Non. Faut pas Je fais que être du au foot. sport. Hein. Que du foot? Avant, je faisais du judo. Ouais, le foot c'est bien. Hein. Ouais. Ah. Que manges-tu sur le bateau? Alors sur le bateau, je mange des plats sous vide. Parce que alors la contrainte sur un bateau de course, c'est qu'on n'a pas de moyen de froid. Donc on ne peut pas conserver les aliments. L'autre contrainte, c'est qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Donc il faut quand on mange des plats qui sont déjà tout faits, il faut que ça se conserve. Alors il y a deux types de nourriture. Il y a des plats lyophilisés. Alors le lyophilisé, c'est de la nourriture déshydratée. Donc ça se conserve. Et puis c'est déshydraté, donc c'est pas lourd. Et on n'a plus qu'à chauffer de l'eau, on chauffe de l'eau, on le mélange au lyophilisé, et après ça reconstitue la nourriture. Donc ça marche. Et sinon il y a le sous-vide. Le sous-vide, c'est un plat qui a été cuisiné. On ne l'a pas déshydraté, donc il conserve son eau. Mais là, ça a été stérilisé, donc il n'y a pas de. Ça se conserve très très bien au chaud. Et c'est plutôt bon. Donc moi c'est plutôt des plats sous vide que je mange. Et ça se cuisine très très vite. En une minute c'est chaud. Donc du coup ça prend pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin d'éplucher les carottes, les oignons, de plumer le poulet. Qu'aimes-tu d'autre que le bateau? J'aime plein d'autres choses. Hein.
J'aime beaucoup le sport, hein. Donc, et puis puis tout type de sport. Hein. J'adore le foot, le golf, j'aime beaucoup le golf, ça c'est mon petit défaut. Les pompes Hein? Les pompes Les pompes, non pas trop. Hein, La muscu non, après, non. En fait, le truc, c'est que moi j'aime le sport, mais j'aime le sport d'extérieur. Il y a un truc que j'aime pas du tout. C'est par exemple la salle de sport. Moi, je vais jamais dans une salle de sport. Parce que j'aime pas du tout faire du sport enfermé. Donc, je préfère le tennis au squash, parce que le squash est enfermé. Et je vais jamais dans une salle de sport. Et souvent, j'ai des partenariats avec des salles de sport à Saint-Malo, j'y vais jamais. J'y vais jamais. Je préfère être dehors, mais après, j'aime tout type de sport. Et puis je suis beaucoup le sport à la télé aussi, parce que comme la Formule 1, j'adore la Formule 1. Le sport mécanique, j'adore. Après, voilà, le foot, le golf, la pêche. Alors après, il y a le bateau, mais il y a après tout ce qu'il y a autour. Hein. Et comme j'aime la mer, j'adore la pêche. Alors la pêche, que ce soit la pêche à la crevette, mettre des casiers pour aller chercher les homards, ou pêcher le poisson, hein, le maquereau ici. Quand je suis dans les eaux chaudes, aller pêcher des poissons comme le thon, les dorades coryphènes. Voilà. Et puis dans les eaux chaudes, je suis assez frileux, je suis très frileux parce que j'ai habité 10 ans en Martinique. Et depuis, je ne veux plus me baigner dans les eaux froides. Donc, même en été, chez nous, c'est 20 degrés maximum et c'est déjà trop froid pour moi. Donc, quand je vais aux Antilles, là, ce que j'aime, c'est la plongée sous-marine et la pêche au fusil, en apnée, sur les récifs. Ça, j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est pêcher les langoustes. Donc on pêche ça au fusil, c'est super. Donc ce que j'aime, c'est être dehors. As-tu un autre métier? Alors, plus maintenant, parce que c'est vrai que le métier de coureur au large, la préparation demande beaucoup trop de temps, il faut être investi à 200%. À la fois pour se préparer soi, préparer son bateau, et puis comme je disais tout à l'heure, préparer le projet, trouver des partenaires, ça prend tout le temps. Oui. Et après pour la petite histoire, mon premier métier, après mes études, moi j'ai eu 2 métiers. J'ai eu skipper, voilà, et mon premier métier, j'étais mûrisseur de bananes. Et c'est pas une blague. Mûrisseur de quoi? Mûrisseur de bananes. Tu connais les bananes? Oui. J'aime bien les bananes. Tu aimes bien? Et alors tu sais que les bananes, elles ne mûrissent pas. Alors les bananes, tu sais où on cultive, sais-tu où on cultive les bananes? Ça vient d'où ce fruit? Tu sais pas? Non, d'Afrique? Non. Alors oui, ça vient. Alors ça vient. C'est un fruit qui est d'origine d'Inde. D'Inde, mais après ça a été exporté et puis cultivé. Et l'essentiel des plantations de bananes. Et puis c'est le fruit le plus consommé, c'est un des fruits les plus consommés au monde. Et donc effectivement, c'est cultivé en Afrique, énormément en Amérique du Sud et aux Antilles. Et au Canada aussi. Hein. Donc nous en France, les bananes qu'on consomme, généralement, elles viennent beaucoup de Guadeloupe et de Martinique. Et moi, j'ai habité en Martinique pendant 10 ans. Et mon premier métier, c'était mûrisseur de bananes. Parce qu'une fois que les bananes, nous on les mange, elles sont jaunes. Elles sont déjà mûres. Mais quand on les coupe, elles sont vertes. Donc elles sont déjà grosses, assez grosses pour être consommées. Mais elles sont coupées vertes. On les met dans des cartons, dans des conteneurs. Et ensuite, on les conditionne à 14 degrés. Pour bloquer la maturation du fruit. Ensuite, le conteneur est branché à 14 degrés. Dans le bateau qui les emmène en France, elles arrivent au Havre à 14 degrés, toujours vertes. Après, on les met sur des camions, toujours à 14 degrés jusqu'à Rungis. Et à Rungis, on les fait mûrir. On redémarre la maturation du fruit. Et pour les faire mûrir, on force un peu la nature. On injecte un gaz dans une pièce ventilée.
un gaz azéthyl, donc de l'éthylène et de l'azote. En fait, dans la nature, le bananier sécrète ce gaz. Donc c'est pas chimique. On sait que dans la nature il y a ce gaz, donc on va mettre ce gaz dans une pièce, ventiler pareil pour que chaque carton soit ventilé pareillement. Et ensuite, on va mûrir la banane en 4-5 jours. Et après, elle est distribuée dans nos magasins en France. Et moi, je faisais ça, je mûrissais les bananes, mais en Martinique. Donc moi, je switchais la partie camion, bateau, tout ça. Je prenais les bananes après les plantations et je les mûrissais et après je les vendais sur le marché de la Martinique. Mais voilà. D'accord. J'étais vraiment mûrisseur de bananes, c'est pas une blague. As-tu vu des animaux lors de tes courses? Alors lors de mes courses, on voit les animaux, mais on est souvent très concentré sur le bateau. On voit toujours des dauphins, on en voit toujours. Pas forcément. Alors il y a plein d'espèces de dauphins différentes. Je sais pas combien d'espèces il y a, mais il y a bien une cinquantaine d'espèces. Et il y a des petits, des gros, des dauphins à bandes bleues, des dauphins à bandes jaunes. Alors c'est pas leur nom, mais scientifique. Les dauphins, les gros dauphins tachetés. Donc ça, on en voit. Après, on voit aussi des baleines. Mais là, c'est plus inquiétant parce que autant les baleines, c'est gros, ça dort en surface. C'est un mammifère, ça respire. Et du coup, nous, notre crainte, c'est de taper une baleine. Parce que si on la tape, ça veut dire qu'elle dort en surface. On va la blesser, on va la tuer, on va abîmer le bateau. Donc c'est pas bien. Surtout de tuer la baleine. Donc là, sur la route du Rhum, j'en ai pas vu. Mais bon, ça m'arrive de voir des baleines. Mais je suis assez craintif. Et les baleines, on les voit parce qu'elles respirent et donc il y a un souffle, le souffle de la baleine. Donc souvent, on voit d'abord le souffle. Et on voit un souffle, puis quand on est habitué à ça, moi j'ai beaucoup navigué et je sais quand je vois un souffle, je le vois tout de suite. Je dis ah, j'ai vu un souffle. Donc il y a des baleines, souvent elles sont pas toutes seules, elles sont en troupeau ou avec des bébés baleineaux. Après il y a différentes sortes de baleines aussi. Bon, il y a des grandes baleines à bosse, les plus grandes, baleines bleues. Après il y a les plus petites, il y a les cachalots. Voilà, les cachalots, c'est plus petit un cachalot. Une baleine bleue, ça peut, je dirais 25 mètres, un cachalot, c'est plus petit, 10-15 mètres. Mais c'est le même problème, il ne faut pas aller taper un cachalot. Bon là, j'en ai pas vu. Après, l'année dernière, quand je suis rentré, parce que j'avais ramené le bateau de Guadeloupe en Bretagne, il y a un moment, je faisais route un peu vers Terre-Neuve, au nord, et là, j'ai vu des orques. Donc, les orques, sachant que l'orque c'est l'animal le plus féroce. Hein. Il est intelligent. C'est très intelligent, c'est très rapide. Mais voilà, l'orque c'est une bête. Hein. C'est pas un toutou. Hein. Tu es content de voir des orques, et puis tu vois qu'ils suivent le bateau, c'est beau, mais tu es un peu craintif. Hein. Là, ils peuvent casser le bateau. Parce que c'est déjà arrivé avec des orques attaquent. Mais bon, c'est bon. Après, on voit des oiseaux aussi. On voit aussi beaucoup d'oiseaux. Alors, je parle pas des poissons volants qu'on ramasse. Gagnes-tu de l'argent en faisant des courses? Alors, voilà, l'argent. Alors, un petit peu la course au large, c'est assez drôle parce qu'on a besoin de beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour courir. Parce que les bateaux coûtent cher. Et être au départ des courses, ça coûte cher, équiper un bateau. C'est un sport mécanique, mais on est un peu le parent pauvre des sports, parce que vraiment, il n'y a pas de, on gagne pas d'argent vraiment. Le vainqueur de la route du Rhum, il a une prime, mais la prime elle est toute petite par rapport à l'argent qu'il faut pour courir. C'est pas comme le tennis par exemple, il suffit d'être au premier tour de Roland Garros pour gagner beaucoup d'argent. Nous c'est vraiment pas ça. C'est pas comme les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, même s'ils sont blessés. Mais je ne citerai pas de nom. Neymar. Un Neymar. Moi, si je suis blessé, Je te lance un défi. On retient tous les trois notre respiration pendant 45 secondes. Ok.
On se bouche le nez ou on y va? C'est toi qui donne le top? Vas-y, dites-le. Reste pas. Oh non. Vas-y. C'est un tricheur. Hein. C'est un gros tricheur. C'est un tricheur. M'en fous, c'est pas ça télé. Une dernière question. As-tu fait la fête en arrivant en Guadeloupe? Oui, bien sûr. Alors, bon, après, le problème, c'est que je suis arrivé de nuit. Je suis arrivé à 3h du matin. Et donc, on a fait la fête, mais après, tout était fermé. Ça, c'est un problème. Je préfère arriver à 18h, c'est mieux. Bon, après, il faut qu'on est arrivé. Après, on a tout le temps d'en profiter. Et puis, en Guadeloupe, c'est vraiment super l'arrivée. Hein. Parce que c'est la France, parce que il y a beaucoup de gens de notre région qui sont à l'arrivée aussi. Hein. On est très bien accueillis. Hein. Et c'est toujours la fête. Ouais. L'arrivée de la route du Rhum, c'est toujours la fête. Et en plus, comme c'est vraiment l'aboutissement d'un projet, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, on est vraiment relâché, soulagé, on en profite. Et déjà, voilà, d'être au départ, c'est une réussite, et puis d'être à l'arrivée aussi, c'est une victoire.